Imagine une voiture de course qui ne rêve que d'une seule chose, être la première, dépasser tout le monde, obtenir le trophée principal et le parrain le plus riche du monde. Elle est jeune, audacieuse, talentueuse et absolument sûre qu'elle n'a besoin de personne, ni d'une équipe, ni d'amis, ni de mentors. Mais imagine maintenant qu'une nuit, elle se perd sur une route abandonnée au milieu du désert, dans une ville oubliée de tous, où elle comprendra une simple vérité. Parfois, pour vraiment gagner, il faut d'abord tout perdre. Cette histoire s'étendra sur 3 films, et pendant ce temps, notre héros parcourra des milliers de kilomètres, perdra un ami cher, affrontera des espions internationaux et rencontrera une nouvelle génération qui s'avérera plus rapide que lui. Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, je vais te raconter toute la trilogie Cars, du début à la fin. Commençons par le tout premier film. Le personnage principal est une voiture de course nommée Flash McQueen, une voiture rouge brillant avec le numéro 95. C'est un novice qui a débarqué dans les grandes ligues et a immédiatement commencé à rivaliser pour le plus grand trophée, la Coupe Piston. McQueen est incroyablement rapide, mais en même temps arrogant, égoïste et grossier envers tous ceux qui l'entourent. Il croit avoir tout réussi tout seul et n'a besoin de l'aide de personne. Il n'a même pas une équipe décente. Les mécaniciens démissionnent constamment parce qu'il les insulte. La fin de la saison se déroule de manière sans précédent. La course décisive se termine par un triple match nul. Pour la première fois dans l'histoire du championnat, 3 voitures franchissent la ligne d'arrivée simultanément. Il y a McQueen, un vétéran coureur surnommé le Roi, une voiture bleue parrainée par la plus grande compagnie pétrolière Dinoco, et le méprisable et jaloux Chick Hicks, qui pendant des années venait deuxième et rêvait de finalement gagner à tout prix. Comme aucun gagnant n'a pu être déterminé, les organisateurs organisent une course décisive supplémentaire une semaine plus tard, en Californie, dans un énorme stade à Los Angeles. Pour McQueen, cette course est la chance de sa vie. Vois-tu, le Roi va prendre sa retraite, ce qui signifie qu'une place se libère chez le parrain Dinoco. Actuellement, McQueen est parrainé par la compagnie Rouille Aise, qui fabrique un produit anti-rouille pour les vieilles voitures, et le jeune coureur a honte d'une telle association. Il rêve de glamour, de gloire et du gros argent de Dinoco. Alors il ordonne à son chauffeur, un grand camion remorque nommé Mac, de conduire toute la nuit sans s'arrêter pour arriver en premier en Californie et se préparer correctement. Et c'est alors que quelque chose se produit qui bouleversera toute sa vie. Mac, épuisé par la route sans fin, s'endort inadvertidament au volant. La porte arrière de la remorque s'ouvre et McQueen, endormi dedans, vole dehors sur l'autoroute nocturne. Se réveillant au milieu de la route dans une solitude complète, il panique en essayant de rattraper son chauffeur. Mais à la place, il prend un mauvais virage et se retrouve sur une vieille route longtemps abandonnée, la légendaire Route 66. Incapable de contrôler la vitesse, il s'écrase dans une petite ville oubliée appelée Radiator Springs et détruit panique la rue principale. Déchire les câbles, renverse les poteaux et laboure littéralement tout l'asphalte avec ses pneus, laissant une route détruite derrière lui. Le matin, il est arrêté par le shérif local. Cette ville prospérait autrefois parce qu'elle était sur la route principale. Mais ensuite, une nouvelle route rapide a été construite à proximité et le trafic s'est déplacé là-bas. Radiator Springs s'est vidé et a été oublié. Maintenant, personne ne s'y arrête plus. McQueen est amené devant le tribunal local, où le juge s'avère être une vieille voiture sévère, Doc Hudson. Doc veut rapidement se débarrasser de l'étrangère, mais l'avocate locale, une élégante voiture sport bleue nommée Sally, insiste pour que l'auteur de l'infraction répare d'abord ce qu'il a détruit. Le tribunal condamne McQueen à repaver la route endommagée, et c'est seulement après cela qu'il sera libéré. Flash est furieux. Il n'est pas habitué au travail physique et veut s'échapper aussi vite que possible. Il se voit donner une vieille machine à pavé nommée Bessie pour l'aider. La première fois, McQueen fait le travail à la hâte, juste pour partir plus vite. Mais la route sort horrible, pleine de bosses et de fissures. Doc le force à tout enlever et à le refaire correctement. Graduellement, jour après jour, le coureur impatient est forcé de ralentir. Et c'est alors que commence ce qui est le plus important. McQueen rencontre les résidents de la ville et il s'avère être tout sauf les provinciaux stupides qu'il pensait qu'ils étaient. Son meilleur ami devient une vieille dépanneuse ridicule mais très gentille, nommée Mate. Simple, bavard et incroyablement fidèle. Mate peut conduire incroyablement bien en marche arrière et a un cœur d'or. Vivent aussi ici l'artiste Ramon, qui peint les voitures, sa femme Flo, propriétaire de la station-service et du café, le vendeur de pneus Luigi, un Italien, et son assistant silencieux Guido,
Guido, le vieux Jeep militaire sergent, la camionnette hippie Fillmore qui vend du carburant fait maison, la voiture de pompier rouge qui est timide et pleure tout le temps, et la dame âgée Lizzie, l'une des plus anciennes résidentes. Entre McQueen et Sally, la sympathie se développe graduellement. Sally était autrefois une avocate réussie dans la grande ville, mais elle s'est lassée de la précipitation et a déménagé dans le tranquille Radiator Springs, tombant amoureuse de sa paix et de sa beauté. Un jour, elle montre à Flash une magnifique route de montagne avec vue sur les canyons, et pour la première fois de sa vie, il commence à comprendre qu'en un voyage, ce qui compte n'est pas seulement la vitesse, mais le voyage lui-même. Une ligne d'histoire importante séparée implique Doc Hudson. McQueen découvre accidentellement un terrible secret de la vieille voiture. Il s'avère que 3 anciennes coupes pistons sont entreposées dans l'un des garages abandonnés. Doc Hudson n'est pas seulement un juge irritable d'une petite ville. Par le passé, il était une légende de l'automobile, surnommé le fabuleux Hudson Hornet, triple champion, le meilleur coureur de son époque. Mais en 1954, il a eu un terrible accident. Pendant qu'il se rétablissait, le sport l'a oublié, des coureurs jeunes ont pris sa place. Quand il est revenu, on lui a fait comprendre que personne ne le voulait plus. Offensé et trahi, Doc a quitté le grand monde et s'est caché dans cette petite ville, jurant à jamais de ne plus jamais avoir affaire aux courses. C'est pourquoi il est si froid avec McQueen. En lui, il voit la même arrogance qu'il a autrefois détruit. McQueen voit comment Doc prend habilement les virages sur une piste en terre, dérapant sur le côté, et demande à être enseigné cette technique. Au début, Doc refuse. Mais ensuite, quelque chose comme le respect mutuel se développe entre eux. Flash termine la réparation de la route, cette fois parfaitement. De plus, il aide à revitaliser toute la ville, répare les panneaux, achète des pneus à Luigi, commande une peinture à Ramon. Radiator Springs brille à nouveau, avec des lumières au néon comme au vieux jour. Pour la première fois de sa vie, McQueen se sent vraiment heureux et nécessaire. Il est presque prêt à rester. Mais le monde du sport ne dort jamais. Il s'avère que Doc, passant par une lutte interne, a personnellement dit à la presse où se trouvait le coureur disparu. Soudain, des reporters, des parrains et le chauffeur Mac envahissent la ville. McQueen est littéralement arraché de sa nouvelle vie heureuse et emmené à cette course décisive en Californie. Les adieux sont précipités. Flash n'a même pas le temps de parler correctement avec Sally et les résidents de la ville restent confus, sans savoir s'il les a abandonnés ou non. À la course finale à Los Angeles, McQueen s'élance à partir de la ligne de départ, mais ses pensées sont loin, à Radiator Springs. Il est distrait, ne peut pas se concentrer et commence à prendre du retard. Et puis un miracle se produit. Son nouveau team apparaît sur la piste. Doc Hudson met un casque et devient son chef mécanicien. Guido et Luigi travaillent au stand et changent les pneus à la vitesse de l'éclair. Et Matt, Sally et les autres résidents l'encouragent des tribunes. Inspiré, McQueen se lance en avant. Guido établit un record de vitesse de changement de pneus, choquant l'équipe adverse. Dans le final de la course, un drame se déploie. Le méprisable Chick Hicks, réalisant qu'il ne peut pas battre le roi honnêtement, le heurte délibérément. Le roi s'envole de la piste et se retourne, répétant exactement l'accident qui a autrefois cassé la carrière de Doc. McQueen à ce moment est déjà presque à la ligne d'arrivée, à quelques mètres de la victoire. Il pourrait devenir champion, obtenir le trophée, avoir Dinoco, tout ce qu'il rêvait. Mais il se souvient des leçons de Doc et des résidents de la ville. Dans la dernière seconde, il freine brutalement juste avant la ligne d'arrivée, fait demi-tour et revient vers le roi cassé. Chick Hicks franchit la ligne d'arrivée en premier et gagne formellement. Mais les tribunes le reçoivent avec des sifflets et du mépris. Tous ont vu sa traîtrise. Pendant ce temps, McQueen pousse doucement le roi blessé à travers la ligne d'arrivée, l'aidant à terminer sa dernière course avec dignité. Il sacrifie sa propre victoire pour le respect et l'intégrité. Cet acte le rend un vrai héros aux yeux du monde, bien plus grand que n'importe quel trophée. Après la course, le riche parrain Dinoco offre à McQueen un contrat de rêve, mais il refuse poliment. Il reste fidèle à son vieux team rouillaise. Après tout, il croyait en lui quand il n'était personne. Et il décide aussi de déplacer son siège social de course à Radiator Springs pour rendre la gloire à la ville et être près de ses amis et de Sally. Le premier film se termine ainsi, avec une histoire sur la façon dont le coureur le plus égoïste du monde a appris à valoriser l'amitié, l'amour et la maison. Passons maintenant au deuxième film. Et là, l'histoire change radicalement de genre. Si la première partie était une histoire chaleureuse d'autodécouverte, la deuxième devient un vrai thriller d'espionnage. Et au centre de l'attention se trouve non pas McQueen, mais son meilleur ami, la vieille dépanneuse Mate. Le film commence par Flash McQueen retournant à Radiator Springs en tant que champion 4 fois vainqueur de la Coupe Piston, une véritable superstar. Il est enfin de retour avec Sally et ses amis.
Mais la vie tranquille ne dure pas longtemps. À la télévision, l'arrogante voiture de course italienne Francesco Bernoulli défie publiquement McQueen à une course et se moque de lui. Mate, incapable de se retenir, appelle lors d'une transmission en direct et accepte le défi au nom de son ami. Pendant ce temps, le mystérieux ancien magnat pétrolier Sir Miles Axelrod annonce la création d'un grand championnat mondial, une série de 3 courses dans différents pays, Japon, Italie et Angleterre. Axelrod prétend qu'il s'est réformé. Il a vendu tous ses puits de pétrole et promeut maintenant un carburant miracle appelé Alinol, prétendument respectueux de l'environnement et renouvelable, qui sauvera le monde de la dépendance au pétrole. Le championnat doit prouver au monde que vous pouvez même gagner des courses avec ce carburant. McQueen décide de participer et amène toute son équipe, y compris Maté. Et c'est alors que la dépanneuse innocente, se trouvant dans la énorme métropole brillante, Tokyo, pour la première fois, se retrouve au milieu d'une conspiration d'espionnage international sans s'en rendre compte. Vois-tu, une ligne d'histoire secrète se déploie en parallèle. L'espion britannique expérimenté, une élégante voiture argentée nommée Finn McMissile, enquête sur les activités d'une mystérieuse organisation criminelle. Avec sa partenaire, la jeune et charmante apprentie espionne Holly Shiftwell, il doit rencontrer secrètement un agent américain pour obtenir des informations. Par une coïncidence ridicule, ils confondent notre Maté avec cet agent. La vieille dépanneuse rurale se retrouve soudainement impliquée dans des poursuites, des fusillades et de la surveillance, croyant sincèrement que c'est un malentendu et que Holly tombe simplement amoureuse de lui. Les méchants de ce film s'appellent les voitures défectueuses ou les citrons. Ce sont des modèles de voitures obsolètes et peu fiables sur lesquels on a ri toute sa vie et qu'on considérait comme des déchets. Leur chef est le sinistre professeur Zeta, un scientifique allemand avec un monocle intégré dans le front. Les criminels ont une terrible arme secrète, un appareil déguisé en caméra de télévision ordinaire qui émet une puissante impulsion électromagnétique. Cette impulsion enflamme le carburant Alinol à l'intérieur des voitures de course, les faisant prendre feu et exploser directement sur la piste. Le plan des méchants est sinistre et astucieux. Ils veulent discréditer le nouveau carburant respectueux de l'environnement. En provoquant des explosions lors des courses du championnat, ils donnent l'impression que l'Alinol est dangereux et peu fiable. L'objectif est de faire peur au monde entier, de forcer les gens à rejeter le carburant alternatif et de rester à jamais dépendants du pétrole dont ces méchants tirent profit. Lors de la première course au Japon, plusieurs participants prennent feu et tombent en panne directement sur la piste. Tout le monde pense que le nouveau carburant est coupable. McQueen perd cette course et Mate est partiellement responsable. En raison de problèmes d'espionnage, il donne des instructions incorrectes par radio pendant la course. Pour la première fois, une grave querelle éclate entre les amis. McQueen accuse Mate de l'avoir mis dans l'embarras et dit qu'il a parfois honte de son ami naïf. La dépanneuse blessée décide de rentrer à la maison, mais on ne la laisse pas simplement partir. Les espions Finn et Holly expliquent enfin à Mate qu'il a accidentellement obtenu la preuve cruciale, une photo du moteur, qui est l'arme des méchants. L'action se déplace en Italie, dans la pittoresque ville côtière Porto Corsa, où se déroule la deuxième course. Ici, Mate, montrant une intelligence inattendue, commence à dénouer la conspiration. Il remarque des détails qui échappent aux agents professionnels et découvre graduellement qui est derrière toutes les explosions. Il y a de nombreuses aventures, réunions secrètes de méchants, poursuites dans les rues étroites, évasions. À un moment donné, Finn, Holly et Mate sont capturés et emprisonnés. Les criminels préparent un dernier coup astucieux. Ils attachent secrètement une bombe à retardement à Mate, le plan étant de la faire exploser près de McQueen lors de la course finale à Londres et d'éliminer la star qui croit au nouveau carburant. L'apothéose se déploie à Londres. Mate, ayant à ce moment découvert toute la conspiration, fonce à travers la ville pour avertir son ami du danger. McQueen, encore un peu offensé, ne comprend d'abord pas ce qui se passe, mais voit ensuite que Matt dit la vérité et qu'il a vraiment des explosifs attachés à lui. Les amis se réconcilient. Il est révélé qui est le méchant principal et le cerveau de ce cauchemar. Il s'avère être nul autre que Sir Miles Axelrod lui-même, le prétendu défenseur de l'environnement. Toute sa réforme était un mensonge. En réalité, il possédait le plus grand gisement de pétrole du monde et orchestrait tout ce spectacle pour détruire son rival, le carburant alternatif, et forcer le monde à continuer à acheter du pétrole. Matt désactive héroïquement la situation en menaçant les méchants avec la bombe elle-même et sauve non seulement McQueen, mais aussi la reine d'Angleterre elle-même, qui est présente à la course. Les criminels sont exposés et arrêtés. Pour son courage et son service à la couronne, la reine fait chevalier la humble vieille dépanneuse. Ainsi, Matt se transforme d'un imbécile rural en véritable héros.
Dans le final du deuxième film, tous retournent à Radiator Springs. McQueen comprend que la valeur principale dans la vie n'est pas les victoires ni l'opinion publique, mais les amis fidèles qui t'aiment pour ce que tu es. Il accepte Matt avec toutes ses particularités et n'en a plus jamais honte. Les amis organisent leurs propres courses directement dans les rues de la ville. L'histoire se termine sur une note chaleureuse de véritable amitié inconditionnelle. Et maintenant, nous sommes arrivés au troisième et dernier film de la trilogie. Et c'est peut-être le plus émouvant et profond de tous. Si la première partie parlait de jeunesse et d'autodécouverte, et la deuxième parlait d'amitié, alors la troisième est dédiée à grandir, vieillir et savoir quand passer le relais à la prochaine génération. Au début du troisième film, Flash McQueen n'est plus un jeune audacieux, mais un champion expérimenté et réalisé, aimé du public. Il continue à courir et à gagner, appréciant chaque course avec ses vieux amis rivaux. Mais les temps changent. Une nouvelle génération de coureurs arrive dans les grandes ligues. Des voitures high-tech créées avec la science la plus moderne. On les appelle les machines de la prochaine génération. Elles s'entraînent sur les simulateurs électroniques les plus complexes, ont une aérodynamique parfaitement calculée et sont incroyablement, effroyablement rapides. Le chef de ces novices est la voiture bleu foncé excessivement confiante, nommée Jackson Storm. Il est froid, calculateur, et ne cache pas son mépris pour les vétérans comme McQueen, les appelant des voitures antiques et décrépites. Storm commence à gagner course après course, et un par un, les vieux amis de McQueen quittent le sport. Certains sont renvoyés, d'autres partent d'eux-mêmes, incapables de faire face à la compétition. Flash réalise soudainement qu'il est pratiquement le seul coureur de l'ancienne école restant. Sans volonté d'abandonner, McQueen essaie désespérément de suivre Storm dans l'une des courses. Il se pousse à la limite, perd le contrôle et s'écrase dans un terrible et spectaculaire accident. Sa voiture culbute sur la piste et est détruite. Cette scène fait intentionnellement écho à l'accident de Doc Hudson du premier film. McQueen est véritablement terrifié. Il craint que sa carrière ne se termine aussi honteusement que celle de son feu mentor, quand le sport l'a jeté dehors. Après une longue récupération, McQueen est déterminé à revenir et à prouver qu'il n'est pas terminé. Mais le monde autour de lui a changé. Son ancien parrain Rouillez est acheté par un homme d'affaires riche et astucieux nommé Sterling, propriétaire d'un centre de course ultra moderne, rempli de technologies de pointe. Sterling accueille McQueen chaleureusement, mais en réalité le voit non pas comme un athlète, mais comme une marque, une marchandise lucrative. Il veut que Flash quitte les courses et gagne de l'argent sur la publicité et les marchandises. McQueen y résiste de tout cœur. Il fait un pari risqué avec Sterling. Il aura une dernière chance de concourir dans la plus grande course de la saison, Floride 500. S'il ne gagne pas, il prendra sa retraite volontairement et deviendra le visage de la marque. Sterling accepte, mais assigne à McQueen un entraîneur personnel, une énergique voiture sport jaune nommée Cruz Ramirez. Cruz est une spécialiste brillante et un entraîneur. Elle travaille sur des simulateurs de dernière génération. Au début, son partenariat avec McQueen se fait mal. Flash n'est pas habitué aux méthodes modernes. Il se sent confiné sur le tapis roulant du simulateur. Il aspire à une vraie piste. L'entraînement aboutit à une série d'échecs comiques. McQueen se retrouve coincé dans le sable à la plage, où lui et Cruz se retrouvent accidentellement dans un derby de démolition sale et fou dans un endroit appelé Thunder Hollow, où un féroce autobus scolaire nommé Mademoiselle Fritter domine, écrasant tout le monde. Il s'échappe à peine intact. Au cours de ce voyage, McQueen commence à comprendre quelque chose d'important sur Cruz elle-même. Il s'avère qu'elle rêvait d'être coureur depuis l'enfance. C'était son rêve le plus cher. Mais au moment décisif, le jour de sa première course, elle a perdu courage et a abandonné parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas faite pour ça, qu'elle n'avait pas sa place parmi les vrais coureurs. Depuis lors, elle aide les autres à s'entraîner, mais elle n'a jamais trouvé le courage de poursuivre son propre rêve. Pour trouver des réponses et obtenir un second souffle, McQueen voyage dans la ville natale de son feu mentor Doc Hudson, la ville de Thomasville. Là, il trouve un vieux mécanicien et mentor de Doc nommé Smokey. De Smokey et son groupe de légendes de course âgées, McQueen apprend quelque chose de remarquable. Il pensait toujours que l'accident avait cassé Doc, qu'il avait vécu le reste de sa vie comme un raté malheureux. Mais Smokey lui révèle la vérité. Les années les plus heureuses de la vie de Doc n'étaient pas quand il gagnait des trophées, mais quand il entraînait le jeune McQueen. Doc a trouvé un nouveau sens en transmettant son expérience à son étudiant. Cette pensée est une véritable révélation pour Flash. Smokey s'offre à entraîner McQueen à l'ancienne, sans simulateurs électroniques, sur de vraies pistes de terre, lui enseignant les astuces et les tactiques qu'on ne peut pas apprendre d'une machine.
McQueen comprend qu'il ne peut pas battre Storm en vitesse pure. La jeunesse sera toujours plus rapide. Mais il peut gagner avec l'intelligence, l'expérience et la tactique. Et puis arrive cette course décisive, Floride 500. McQueen s'élance à partir de la ligne de départ. Mais quelque chose d'inattendu se produit pendant la course. Flash réalise soudainement quelque chose qui se développait en lui tout du long. Le véritable talent d'un coureur n'appartient pas à lui, mais à Cruz. Elle est une championne née. Elle avait simplement besoin d'une chance et de croire en elle toute sa vie. Et alors McQueen prend une décision qui change tout. Lors d'un des arrêts au stand, il cède volontairement sa place dans la course à Cruz. Maintenant, elle prend la piste à sa place, et McQueen met un casque et devient son chef mécanicien et entraîneur. Exactement comme Doc l'a autrefois été pour lui. Par radio, McQueen guide Cruz à travers toute la course, transmettant tout ce qu'il a lui-même appris et tout ce que Doc et Smokey lui ont enseigné. Cruz, surmontant la peur et le doute, se lance en avant. En finale, elle affronte Jackson Storm lui-même dans un duel palpitant. Storm, habitué à mépriser tout le monde, panique. Il ne peut pas croire qu'une entraîneuse le dépasse. Il essaie de tricher et de la heurter, mais Cruz utilise une astuce que McQueen a apprise de Doc il y a longtemps. Dépasse habilement son adversaire et franchit la ligne d'arrivée en première. Cruz Ramirez gagne Floride 500, réalisant le rêve de toute sa vie. Cette victoire a une double signification. Techniquement, McQueen n'a pas gagné lui-même, mais comme il a commencé la course et faisait partie de l'équipe gagnante, le plan astucieux de Sterling de tout lui prendre s'effondre. Le riche parrain d'Inoco offre immédiatement un contrat à la superstar montante Cruz. Le méprisable Sterling se retrouve les mains vides. McQueen choisit un nouveau rôle pour lui-même. Il continuera à courir mais à ses propres conditions et devra simultanément devenir un mentor pour Cruz, transmettant son expérience. Dans un final émouvant, McQueen retourne à son cher Radiator Springs. Ses amis, Matt, Sally, Ramon, Luigi et tous les autres, le repeignent dans de nouvelles couleurs. Maintenant, sa voiture est peinte en bleu, exactement comme le légendaire fabuleux Hudson Hornet, son professeur Doc. Avec ce geste, McQueen rend hommage à son mentor et accepte son héritage. Cruz reçoit le numéro de course 95, le numéro même de McQueen, un symbole de succession générationnelle. L'histoire se termine par le vieux champion et la jeune coureur prenant la piste ensemble, l'un comme un élève devenu professeur, l'autre comme une rêveuse qui a finalement cru en elle. Ainsi se termine toute la trilogie Cars, un voyage couvrant 3 films. Nous avons rencontré un novice arrogant qui pensait ne pas avoir besoin de personne et avons vu comment il s'est transformé en un mentor sage disposé à renoncer à sa propre victoire pour que le rêve de quelqu'un d'autre se réalise. C'est une histoire qui, déguisée en film d'animation sur des voitures qui parlent, nous raconte les choses les plus importantes dans la vie d'un quelconque d'entre nous. Que vous ne pouvez pas réussir tout seul, que vous devez valoriser les amis pour ce qu'ils sont, et qu'un jour, chacun d'entre nous doit laisser la place à ceux qui viennent après. Et il n'y a là aucune défaite, mais la plus haute sagesse. Flash McQueen a commencé son voyage affamé d'être le premier, et a terminé avec la compréhension que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait de gagner soi-même, mais dans l'aide à quelqu'un d'autre à gagner. Si tu as apprécié ce résumé et que tu as revécu toutes ces aventures avec moi, tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas manquer les analyses d'autres films préférés. Je te dis au revoir, à notre prochaine rencontre sur la route.